retrouver cet après-midi dans le débat DIAF TV, consacré aux 73 années d'existence d'un parti exceptionnel du Cameroun qui aura marqué l'histoire de ce pays-là. Entendez l'Union des populations du Cameroun. 10 avril 1948, 10 avril 2021, je disais tantôt, 73 ans, l'UPC, une force toujours vivante et présente. Qu'en reste-t-il? Ou alors, quel avenir? Ou encore, quelles leçons pouvons-nous en tirer 73 ans plus tard? Chers téléspectatrices et téléspectateurs de DIAF TV, j'ai donc l'honneur cet après-midi d'avoir comme panélistes des personnes qu'on ne vous présente plus, qui sont d'autorité sur la question de l'UPC également. J'aurai donc entre autres cet après-midi sur le plateau de DIAF TV. J'espère que la régie nous mettra. Voilà, ils sont là. J'aurai donc en haut, il est enseignant à l'université de Tchang. Il est enseignant d'histoire à l'université de Tchang. C'est Dr Noubissi Chouaké. J'espère que je prononce bien. Dr Noubissi Chouaké, bonjour et merci d'avoir été notre invitation sur DIAF TV. Bonjour, c'est effectivement Salut Noubissi Chouaké. Et merci de venir à Tchang. Et bonjour aux autres, bonjour aux autres panélistes. Merci. Donc c'est depuis Tchang qu'il intervient cet après-midi sur le débat DIAF TV. Et donc juste à côté de lui, j'ai donc, vous l'avez déjà retrouvé sur DIAF TV, le docteur Serge Sor, qui lui est analyste politique UPCiste. Bonjour Serge Sor, et merci d'avoir accepté l'invitation sur DIAF TV. Bonjour à tous les milliards de téléspectateurs. Bonjour aux camarades militants et patriotes qui sont sur le plateau. Bonjour au professeur Noubissi, et je pense que c'est un grand honneur pour moi d'être là aujourd'hui pour partager avec mes compatriotes camerounais d'abord, mais aussi avec la grande famille africaine et panafricaine, cette histoire ô combien passionnante, intéressante et poignante de ce qui est, n'est-ce pas, l'un des leviers même du panafricanisme, l'Union des populations du Cameroun. Une fois de plus, merci pour cet honneur qui me reste. Merci. Et donc, juste en bas, on a l'un des meubles de DIAF TV, Abdelaziz Mondé, journaliste et aussi l'un des promoteurs d'une initiative assez louable en France, la Maison des Camerounais de France. Bonjour Abdelaziz et merci d'avoir accepté l'invitation sur DIAF TV. Bonjour à DIAF TV, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à tous les panélistes autour de cette question ô combien très importante de l'UPC, qui n'est pas simplement l'âme immortelle du peuple camerounais, mais aussi un levain pour nous, militants panafricanistes, tous ceux qui militent pour les souverainetés africaines, tous ceux qui militent pour la mémoire de tous ceux qui ont œuvré, se sont battus pour la véritable indépendance du Cameroun et non l'indépendance octroyée. Donc, bref, bonjour à tout le monde et bon débat. Merci. Et donc, à côté d'Abdelaziz, on ne la présente plus sur DIAF TV, Augusta Epagna, qui est donc dans le directoire de l'UPC Manidem. Bonjour Augusta et merci d'avoir accepté l'invitation sur DIAF TV. C'est une journée assez particulière pour vous également. Je rappelle que juste après cette émission, vous avez un débat également à l'UPC Manidem sur le même thème. Oui, merci Guy, merci et bonjour à tous les panélistes et bonjour à tous ceux qui vont suivre l'émission. Et effectivement, très, très heureuse de partager ce moment pour effectivement apporter d'autre part de vérité à cette histoire ô combien tronquée fréquemment et effectivement indiquer à quel point tout reste à faire par rapport au programme que s'étaient fixés les fondateurs de l'Union des populations du Cameroun face à cette indépendance confisquée et complètement détournée. Effectivement, le programme reste totalement à accomplir 60 ans après. Merci Augusta. Alors, donc, on va entrer, n'est-ce pas, dans le vif du sujet. Je voudrais déjà d'emblée rappeler que vous nous permettrez, n'est-ce pas, parce qu'il y a des gens qui vous suivent aujourd'hui et qui sont là pour apprendre. Avant donc de parler de toutes ces leçons-là, je voudrais demander aujourd'hui à l'enseignant d'histoire, le docteur Noubissi Chouaké. Alors, cher Noubissi Chouaké, on est là 73 ans après la création de l'UPC. Ce parti, je suppose que vous partagez cet avis-là, ce parti qui est important, qui compte dans l'histoire politique du Cameroun. Qu'est-ce que cela vous inspire aujourd'hui qu'on se retrouve là pour célébrer cet événement?
Eh bien, écoutez, merci déjà de m'avoir invité. Et je reviens un peu sur ce qui a été dit un peu quelques minutes avant. Effectivement, l'UPC, c'est l'âme immortelle, c'est-à-dire que l'âme immortelle du peuple camerounais. Et on ne peut pas faire l'histoire politique du Cameroun sans parler de l'UPC, au moins sur 90% du temps. Quand on passe à faire l'histoire politique du Cameroun, on parle de l'UPC. Ça veut dire que depuis la fin de lendemain de la guerre jusqu'à aujourd'hui, quand on évoque le phénomène d'histoire politique au Cameroun, l'UPC ne peut pas ne pas être présente. Voilà. Et ce qui m'inspire aujourd'hui, par rapport à cet anniversaire-là, j'ai un sentiment un double sentiment. Un sentiment en me disant, en tant qu'enseignant, je me dis, c'est pas suffisamment enseigné déjà, c'est-à-dire que c'est pas suffisamment connu. On laisse beaucoup plus la parole à ceux qui ne sont pas des historiens parler de l'UPC. Et ça, c'est très, très dommage souvent. Et parfois, c'est ce qui fait qu'on a souvent des contre-vérités, on porte souvent des fausses informations concernant l'UPC. Et il y a ce deuxième aspect, c'est que les personnes qui ont été amenées à écrire l'histoire politique du Cameroun ont été beaucoup plus des politiques. Et alors, en ce temps-là, ou à ce moment-là, on va dire le premier régime, c'est-à-dire le régime qui est parti de 58, 57 pour arriver en 82, ceux-là, ils avaient écrit l'histoire en effaçant carrément des plaquettes de l'histoire du Cameroun, la place qui devait être réservée à l'UPC. Alors, ça continue aujourd'hui, apparemment. C'est-à-dire qu'on perçoit encore ça, de telle sorte qu'enseigner l'histoire de l'UPC, parfois, on vous attribue une étiquette politique d'office. Dès que vous commencez à parler de l'histoire politique du Cameroun et que vous évoquez l'UPC de la manière la plus réelle, ça veut dire à partir des faits d'histoire, on vous attribue automatiquement une étiquette politique parce qu'on considère que ceux qui doivent aimer l'UPC ne devraient être que des militants. Alors que ce n'est pas vrai. C'est le parti politique qui a été l'UPC. En fait, je parle parfois à l'imparfait en parlant de l'UPC, mais je crois quand même qu'il y a toujours une ligne de conduite, il y a toujours une ligne qui traverse un peu le mouvement UPC qui a été créé en 1948 et l'UPC qu'on a aujourd'hui encore. Il y a beaucoup de faits de coïncidence. Et je crois que les panélistes qui sont des militants de l'UPC vont peut-être faire ce lien-là, ils vont peut-être relier ces éléments de compréhension-là. Je crois que c'est un peu ça. Très bien. Merci. Merci. Alors, Abdelaziz Mouni, oui, vous également, vous êtes donc l'autre panéliste de ce soir pour nous parler de l'UPC, qui n'est pas UPCiste. Qu'est-ce que cela vous évoque, cette date d'anniversaire qui consacre dans les 73 années d'existence de l'UPC? Vous remarquerez que dans le pays, moi je vis en France, donc le pays d'accueil qui est le mien, l'histoire politique, l'histoire des engagements, l'histoire des combats et des luttes politiques est présente dans l'enseignement, est présente dans la culture, est présente à la télévision, dans les médias, est présente partout. Autrement dit, pour parler du général de Gaulle, on n'a pas besoin en France d'être gaulliste. Pour parler de Churchill en Angleterre, on n'a pas besoin d'appartenir à son parti politique. Et je peux citer 1000 exemples comme cela. Pour dire que la question de l'union des populations au Cameroun, l'union des populations du Cameroun a été formée comme un parti, mais elle a recouvré beaucoup plus que ce qu'est un parti politique. C'est que l'UPC naît de personnes qui ont déjà mené des luttes qui sont importantes. Je rappelle qu'il y a un certain nombre de Camerounais qui célèbrent des Français esclavagistes, des Français qui pratiquaient dans les plantations au Cameroun des politiques extrêmement dures pour les populations. Et des personnes comme Moumé Etia, qui ont fait un travail documentaire là-dessus, un travail de syndicaliste, des personnes comme Jacques Ngom, qui ont fait un travail de syndicaliste et qui sont devenus aussi des fondateurs de l'UPC, avaient avant combattu ces pratiques-là dans le cadre de la lutte contre le travail forcé au Cameroun. Donc il y a un arrière-plan de la fondation et de la formation de l'UPC en tant que parti politique qui revendique la souveraineté du Cameroun, la réunification et l'élévation des standards de vie. Donc l'UPC, c'est une histoire camerounaise. C'est le parti qui est né d'une coloration multiethnique. C'est le parti qui est né de combats qui étaient des combats africains, panafricains. Et c'est un parti qui est né aussi de combats qui étaient des combats pour l'émancipation. Et tout à l'heure, on va parler également de cette... Tout à fait.
D'accord, merci. Alors, Augustin Epagna, vous êtes donc UPCiste. Vous êtes UPCiste. Aujourd'hui, donc, on commémore un événement important pour l'UPC. Vous qui êtes donc de l'UPC Manidem, vous revendiquez très souvent d'être la vraie UPCiste. Qu'est-ce que cela évoque chez vous, donc, ce 73e anniversaire de l'UPC? Le son d'Augustin n'est pas très élevé, sauf si je me trompe. Parce que tout à l'heure, j'entendais tout le monde correctement. Le son, il n'est pas très élevé, votre son. Oui, c'est bon. Un travail a été fait, notamment un peu à partir de la diaspora quand même, il faut le dire. Je vais avoir un problème de batterie là. Ah, il y a un problème de batterie. Ah. Oui, donc parce que là, il m'a dit 14h30, moi ça fait 1 heure. Ah. Excusez-moi, hein, c'est juste pour lui dire si je peux passer pour changer de téléphone. Oui, ou alors si je peux passer avant, parce que j'ai mes deux téléphones. Sans problème, et on vous reprendra. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer, camarade Augusta. D'accord. Donc, je voulais juste dire que durant cette période-là, on s'est retrouvé dans une situation de vide extrême. Et il faut quand même lui rendre effectivement, lui rendre cela. Wungli Masaga et Ndo Michel ont relancé le manifeste national pour l'instauration de la démocratie, le Manidem, pour reconstruire l'UPC. Et nous sommes venus par ce biais-là. L'UNEC, l'Union nationale des étudiants du Cameroun, hein, puis le Manidem qui a été lancé en 1974 pour reconstruire l'UPC. C'était ça l'objectif essentiel du Manidem, reconstruire l'Union des populations du Cameroun. Et nous passions donc par le Manidem pour ensuite rejoindre l'Union des populations du Cameroun. Et vraiment toute ma génération est passée par là et a contribué durant toute la période de clandestinité, c'est-à-dire des années 70 jusqu'à 90, à continuer à entretenir cette flamme et à, y compris, aller se réappuyer sur les anciens UPCistes, les anciens militants de la LNK, etc., à l'intérieur du pays, pour réactiver ce qui pouvait être réactivé à l'intérieur du pays. Et effectivement, ben, voilà un peu comment ça s'est passé. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes les fidèles continuateurs. Aussi parce que dans le programme politique, nous considérons que on est dans une situation de régime néocolonial. Pourquoi néocolonial? C'est-à-dire que, effectivement, les colonialistes sont partis, mais ils ont passé le relais à des gens qui continuent à être à leur service. Ils continuent à être à leur service sur le plan économique, sur le plan monétaire, sur le plan culturel, sur le plan des institutions. Tout est calqué et continue à être calqué sur ce qui existe en France. Par conséquent, voilà. Non, on va y arriver, Augusta. C'est pour ça que nous
en aucun cas on ne peut s'allier à ces gens-là, à ces gens qui sont au pouvoir, parce que ce sont nos ennemis politiques, ce sont nos adversaires politiques. On va y arriver. Voilà. C'est noté, Augusta. Alors, très rapidement, on est donc encore en pleine introduction pour essayer de palper ce que cela évoquerait chez chacun de vous, ici, panélistes, cette date anniversaire donc, de l'UPC. Alors, Celsor qui n'a pas encore, qui s'est donc pas encore exprimé sur cette introduction de notre émission. Celsor, vous qui êtes donc analyste politique UPCiste, juste donc sur la question, qu'est-ce que cela évoque chez vous ces 73 ans d'existence de l'UPC? 73 ans de l'UPC, je vais faire court parce que, contrairement à ce que vous pensez, une introduction pourrait me prendre 2 à 3 jours. En fait, l'UPC, pour résumer, c'est un parti transnational, transculturel, panafricaniste, unitariste, mais le fait que l'UPC soit encore présente, c'est d'abord la victoire des vaincus sur les bourreaux. Il faut que les gens le sachent. La cruauté avec laquelle l'UPC a été, est et sera toujours combattue, c'est en fait parce qu'elle avait gagné. Il faut que les gens lisent. Et vous avez, je vous remercie d'avoir diffusé ces documents qui, n'est-ce pas, au niveau de la bibliothèque du Parlement américain, est l'un des plus importants, les vraies solutions. L'acte était clair que les revendications de l'Union des populations du Cameroun avaient eu gain de cause auprès du Conseil de tutelle. Et l'acte avait été pris. C'est pour ça que la France s'est engagée à éliminer, je dis bien à éliminer, et ça avait été prescrit à Roland Pré. Et on avait demandé d'éliminer physiquement, intellectuellement, et puis de s'essayer de gommer ce nom de l'histoire de l'Afrique. Pas seulement du Cameroun, parce que les enjeux sont au-delà du Cameroun. C'est pour ça que pour moi, actuellement, dans le cadre des perspectives, quand on parle du l'UPC, il faut dire aux Camerounais, aux Africains, que c'est une histoire partagée pour un avenir à partager en compréhension facile, c'est-à-dire que ne pas remettre l'UPC à sa place, c'est œuvrer pour que demain, les impérialistes réussissent le coup qu'ils ont échoué, le coup qu'ils ont raté depuis 1957. Parce que c'est en 1957 que le Conseil de tutelle a décidé que le Cameroun va avancer vers l'indépendance. Et c'est à partir de ce moment que la France a été contrainte de, n'est-ce pas, changer d'un fusil d'épaule, non seulement pour le Cameroun, mais pour tout le reste des colonies. Parce que n'oublions pas que la France a encore des territoires sous colonie. Hein. Les gens pensent souvent qu'elle a donné l'indépendance, elle a été contrainte à l'indépendance et qu'elle a voulu y aller. Non, la Nouvelle-Calédonie est là. Et il y a encore d'autres territoires qui se battent et qui n'ont pas leur indépendance. Donc, l'union des populations du Cameroun n'est pas seulement l'âme immortelle, mais c'est l'autre alternative que les Africains avaient proposée, pas seulement aux Africains, mais à l'ensemble du monde, pour une coopération apaisée et pour le bien-être équitable de tous les peuples. Et c'est ça le problème jusqu'à présent. C'est pour ça que les problèmes que l'UPC a posés restent d'actualité et on continue à tourner en rond. Merci. Donc, alors, tout de suite, on va donc mettre les pieds dans le plat. Abdelaziz Mondé, on parle de l'histoire de l'UPC, mais il faudrait bien qu'on comprenne la jeunesse de ce parti-là. Quand commencent véritablement les premiers pas de ce parti qui compte dans l'histoire de notre pays? Est-ce que vous, qui êtes donc journaliste indépendant aujourd'hui, pourriez-vous nous dire exactement, selon vous, quand se fait vraiment l'implantation de l'UPC? On parle de 1948. On suppose qu'en 1948, on est là au moment où le parti prend corps. Mais les balbutiements commencent quand? Où? Comment? On vous écoute, cher Abdelaziz Mondé. Je crois qu'il y a souvent, je crois que c'est pas une légende urbaine. Pour relativiser le rôle des Camerounais, l'engagement des Camerounais, leur esprit panafricaniste, souverainiste, nationaliste ou patriotique, on attribue très souvent la formation ou l'UPC à des Français. Cela n'est pas totalement vrai, puisque tout à l'heure, quand j'ai évoqué tout à l'heure la figure de Moumé Etia, j'aurais pu évoquer celle d'Emmanuel Yap, de Guillaume Onde, de Jacques Etoundi, de Guillaume Bagal, de tous ceux qui se sont retrouvés le 10 avril 1948 dans ce café chez Sierra, donc à Douala-Bassa. Et pourquoi j'évoque ces noms? Parce que l'arrière-plan est toujours important à rappeler. C'est que nous avons des Camerounais, des personnes qui ont une conscience, des personnes qui ont une conscience forgée par des luttes communes, par le sentiment d'appartenance à une sorte de projet
en gestation et en formation. Je rappelle un certain nombre d'ouvrages. Il y a des historiens qui sont sur notre plateau avec cet ouvrage de Mbembe sur le maquis et la naissance justement de ce sentiment nationaliste dans les années 20. Il y a l'arrière-plan des luttes contre la présence allemande, l'arrière-plan des luttes contre justement ce colonialisme français qui ne s'exerçait pas simplement par la férule des administrateurs, mais aussi dans les plantations. J'ai évoqué tout à l'heure la figure de Chamolt à Dizangué. La figure de Chamolt à Dizangué est centrale pour comprendre comment les Camerounais ont commencé justement à se mettre ensemble pour lutter. Parce que quand on nationalise les plantations qui sont ces plantations allemandes, hein, les Français... Les Français et les Anglais récupèrent ce territoire-là. Tout à l'heure, notre ami Dombo a évoqué la question du conseil de tutelle. Quand l'UPC va en 52 au conseil de tutelle, c'est chargé de tous ces éléments de lutte, ces éléments où les syndicalistes camerounais participent à la fois à des luttes communes, mais aussi des Camerounais panafricanistes qui sont déjà à la formation du Rassemblement démocratique africain en 1946 du côté de Bamako avec Modibo Keïta et les autres. Donc, Oumniobé se trouve là-bas. Donc, c'est pour lever cette équivoque-là. Parce que quand la carte numéro 1 de l'UPC est attribuée à Gaston Donat en 2007, peu avant sa mort, effectivement, c'était symbolique. C'était important de reconnaître dans le travail de mémoire. Mais Donat n'est pas celui qui a effectivement fait de ces Camerounais-là des personnes. Tout à l'heure, on a parlé de transethniques, ce n'est pas Donat qui l'a fait. Nous avons des populations qui sont installées sur le Cameroun, qui luttent ensemble depuis très longtemps. Nous avons des syndicalistes comme Jacques Gomme, il faut toujours le rappeler, comme Moumé Etia d'ailleurs, qui a écrit Chronique des années ardentes, effectivement, qui évoque ce travail-là, ce travail de fond qui est fait. Donc quand Donat arrive au Cameroun en 1944, eh bien, il trouve un terreau. Il y a un terreau fertile, justement, pour que les idées soient mieux encadrées, que l'organisation soit mieux affinée et mieux construite. Et donc, avec Lalaurie, donc Étienne Lalaurie et Maurice Soulier, qui sont des militants cégétistes, l'un est cheminot, un autre est agent des travaux publics, eh bien, effectivement, le cercle d'études marxistes qui est formé se pose comme justement une sorte de creuset qui rassemble Oumniobé et les autres sur des orientations de lutte contre un racisme anti-nègre qui est évident, qui est palpable dans les plantations et à travers une administration qui usurpe ce qui est dénoncé d'ailleurs par les UPCistes plus tard, la question des accords de tutelle de 13 décembre 1946 que vont dénoncer ceux qui ont fondé l'UPC en disant que, à la différence d'Alexandre Douala Mangabel et puis de Luc Olozoula, cela n'a pas fait l'objet d'une concertation large, comme il a été dit au Conseil de tutelle, cela n'a jamais fait l'objet d'une concertation large. Donc, quand on fonde, pour terminer, quand on fonde l'UPC le 10 avril 1948, ce sont des Camerounais, des personnes qui se reconnaissent comme telles. Tout à l'heure, on nous a parlé de transethnie. Eh bien, c'est ça le projet. On ne veut pas être une union du peuple camerounais parce qu'on se dit que ce n'est pas encore le cas. On ne veut pas être une union de la nation camerounaise parce qu'elle est en gestation et en formation. On veut être une union des populations du Cameroun pour conclure. Et puis plus tard, on a ces 320 comités, plus de 400 comités qui sont allés à travers le territoire camerounais et ces 80 000 adhérents qui permettent à l'UPC d'avoir l'un des plus grands réseaux d'anciens continents africains. D'accord, merci Abdelaziz pour cette contribution. Alors, cher Chouaké Nobissier, vous venez d'écouter Abdelaziz qui revient un peu sur un sujet qui a souvent été comme ça entretenu sur l'implication ou alors l'apport majeur de Gaston Donat sur la création de l'UPC. Est-ce que c'est un point de vue que vous partagez, vous qui enseignez l'histoire aux jeunes étudiants camerounais? Oui, je dis d'emblée que je suis à peu près d'accord avec ce que vient de dire Abdelaziz Moundé par rapport à la place qu'occupait Gaston Donat d'abord dans l'élévation de la conscience des Camerounais. Pendant très longtemps, on a essayé de faire croire que le créateur de l'UPC, c'était quelqu'un de l'extérieur, c'était pas un Camerounais. Donc ça, c'est pas seulement une légende, mais c'est même une pratique colonialiste pour faire comprendre que ce qui marche bien ne peut pas être fait par les colonisés. Parce qu'en fait,
l'UPC n'est pas le premier parti qui a été créé au Cameroun. Mais comme l'UPC a marché tellement bien, il fallait lui attribuer une autre identité autre que celle des Camerounais. Effectivement, l'UPC travaille dans ce temps-là pour essayer de réveiller les consciences des Camerounais et progressivement, quand l'UPC commence à s'installer dans l'espace territorial camerounais, national camerounais, la façon dont on devait combattre l'UPC, c'est de dire ce parti n'est pas un parti camerounais, c'est un parti qui a été imaginé et réfléchi par d'autres. Ça veut dire que pour combattre l'UPC, non seulement après on mettra l'étiquette communiste, parce qu'on ne parle pas de communiste, c'est beaucoup plus l'aspect de l'extérieur, l'aspect qui n'est pas lié à la culture camerounaise et même africaine. Donc on commence à trouver une identité autre que celle que les Camerounais veulent avoir à l'intérieur de l'UPC. Ça, c'est aussi un élément qui est important à souligner. Et c'est vrai que Gaston Donat a eu une importance. En tant que syndicaliste venant d'Algérie, dès qu'il arrive en 1944, il met sur pied ce cercle social là, qui permet non seulement de rassembler les Camerounais autour d'un Européen et de discuter des choses. Ça, c'est ce qui était très rare et même presque pas possible du tout. C'est l'instituteur qui arrive et qui s'est dit, très bien, j'ai des choses à dire avec des Camerounais. Je vais les amener à prendre conscience des problèmes qu'ils ont. Mais quand l'UPC est créé, Gaston Donat n'est même plus au Cameroun. Et il a été expulsé déjà. C'est-à-dire qu'il a été expulsé du Cameroun déjà bien avant que l'UPC ne soit vraiment disposé, c'est-à-dire que nous soit positionné sur l'espace politique camerounais. Donc on peut percevoir ça de cette manière-là. Non, la perception qu'on a d'abord, c'est de dire, ce n'est pas des Camerounais, ce n'est pas des Africains, ils ne peuvent pas le faire, ils sont incapables de le faire, c'est des colonisés, ils ne peuvent être que portés par quelqu'un d'autre d'ailleurs. Voilà, c'est comme ça que je peux renforcer à peu près ce que vient de dire Abdelaziz Moundé par rapport à ça, en rajoutant ceci dans l'approche beaucoup plus générale du comportement qu'on a à l'égard des colonisés. C'est les incapables. Ils ne peuvent rien faire. Donc quand ça marche, ce n'est pas eux. Voilà. Augustin Pagnard, Oui. un propos là-dessus. L'histoire, Oui, les débuts de l'UPC. Oui, vous, non, une militante qui avait été très proche des pères fondateurs de l'UPC. Enfin, des pères fondateurs. Moi, je n'ai pas connu les pères fondateurs, malheureusement. Mais bon, non, j'aurais bien aimé, hein, mais je ne suis pas suffisamment âgé pour avoir connu les pères fondateurs. Bon, mais disons que... non, moi, je reprends à mon compte ce qui a été dit. Effectivement, il y a tout un parcours militant, d'engagement, de lutte de la part des militants UPCistes, enfin, qui ne l'étaient pas encore à l'époque, qui ont fait que il y a eu une maturation de cet engagement, de cette lutte, pour ensuite, à un moment donné, effectivement, construire cette union des populations du Cameroun. Et c'est vraiment insister sur le choix même du nom du parti, Voilà. des populations du Cameroun. Donc, en aucun cas et en aucun moment, on ne peut tribaliser l'UPC. On ne doit le faire parce que c'est totalement contraire à ce qu'était l'éthique et la vision des fondateurs de l'UPC. Si ce choix de nom a été fait, c'est vraiment, ça a du sens. Ça a du sens par rapport à la nécessaire, au nécessaire rassemblement de toutes les filles et fils de ce Cameroun, d'où qu'ils viennent. Et c'est important dans la période actuelle que traverse notre pays, où tout est tribalisé, la vie politique est totalement tribalisée, de justement sortir de ce cadre-là et de montrer à quel point l'UPC a été visionnaire dans sa manière d'aborder les choses. Et aussi dans l'aspect panafricain, la dimension panafricaine, c'est-à-dire le fait de dire que aucun pays, le Cameroun ne s'en sortira pas si l'Afrique ne se libère pas. Par conséquent, nous devons être un maillon de l'ensemble de la chaîne que doivent constituer les pays africains dans leur libération et de l'ensemble de cette chaîne que doivent être les États-Unis d'Afrique. Et vraiment, ces deux aspects-là sont extrêmement importants dans la construction du l'UPC. Et bon, là, je n'ai rien à rajouter à ce que mes prédécesseurs ont dit dans le parcours militant des pères fondateurs, de ceux qui ont construit l'UPC. D'accord, on va avancer toujours dans ce premier point. J'aurais bien aimé que Serge Soro soit là parce que la question lui est adressée, mais en attendant qu'il revienne, je vais donc
Mais je suis connecté, je ne sais pas si ça ne passe pas. C'est vrai que j'ai dû changer. Je ne vous voyais pas. OK. Comme le Si vous m'écoutez, donc, c'est votre vidéo qui n'est pas voilà. visible, en fait. Votre vidéo n'est pas visible. Bon. C'est que le téléphone, comme je vous ai dit, après 1 heure, 2 heures, là, ça commence à... Écoutez, je vais donc vous adresser ma question. Alors, Serge, il n'y a pas de doute un seul instant que tout ce qui aura marqué, aura impacté la formation et la croissance donc, de l'UPC, aura puisé aussi dans tout ce qui caractérisait de manière structurelle l'évolution même et l'évolution et l'histoire de nos sociétés. Est-ce que vous, qui êtes analyste politique, pouvez-vous nous planter un tout petit peu ce décor-là de l'évolution historique et structurelle de nos sociétés d'autrefois qui aura impacté fortement la croissance et même la formation de ce parti historique qu'est l'UPC? Bon, si on regarde au-delà, n'est-ce pas, des études fantaisistes d'ethnographes, pseudo-ethnographes européens, on regarde la réalité des structures des peuples du Cameroun, qui sont en gros de 2 ou 3 grands groupes, c'est-à-dire les groupes sahélo-soudaniens, les groupes bantous forestiers et les groupes qu'on peut appeler des groupes autochtones. Vous allez vous rendre compte que l'un des soucis premiers, c'est de ne jamais mettre entre les mains d'un seul individu à la fois le pouvoir et l'autorité. Et ça, c'est l'un des paris que les pères fondateurs de l'UPC ont réussi, c'est-à-dire créer une structure au sein de laquelle les prises de décision sont presque toujours consensuelles, tout en ayant quelqu'un qui peut être le porte-parole sans en avoir la totalité du pouvoir. C'est-à-dire qu'il doit toujours s'en référer au groupe. Et c'est ça qui a fait que l'UPC puisse, n'est-ce pas, atteindre non seulement tous les groupes du Cameroun, mais aussi porter au-delà du Cameroun. C'est cette structure propre à l'Afrique et propre au groupe camerounais. Que vous alliez au nord, quand vous regardez les structures traditionnelles, les véritables, pas celles qui sont organisées sur la colonisation religieuse, le pouvoir de l'autorité est toujours équilibré par une sorte d'institution parlementaire traditionnelle qui tient en réalité le pouvoir. Si vous revenez à l'ouest, c'est pareil. Si vous venez dans les peuples de la forêt où on a l'impression qu'il n'y a pas souvent les chefs, c'est encore mieux structuré, c'est-à-dire qu'il y a l'autorité, mais les vrais tenants du pouvoir sont à côté, ce qui fait que très souvent on a l'impression que l'autorité n'a pas les moyens d'être autoritaire, si vous me permettez le terme. Et l'UPC a copié cela. C'est pour ça que les structures même de l'UPC sont différentes de toutes les autres structures des partis qui sont nés et qui sont morts. Parce qu'en réalité, ces partis étaient devenus des structures des individus. Et à partir de ce moment, ils devenaient facilement manipulables. Donc, l'UPC a confié le pouvoir au peuple dès son organisation. Et c'est ça qui fait que, même quand l'autorité coloniale a voulu éliminer le parti parce que le parti avait gagné, eh bien, il s'est rendu compte qu'il avait en main, n'est-ce pas, du papier vide et que le vrai pouvoir était dans les esprits et les têtes des militants qui pouvaient continuer à faire revivre le parti ailleurs. Et c'est ça qui continue aujourd'hui. Je suis content n'est-ce pas, du déroulé que la camarade Epagna Augusta a fait. Vous voyez que face à la répression, face à la traumatisation et face à l'achat de conscience, il y avait une parade, c'est-à-dire que l'UPC s'était créé une cellule de formation, le Manifeste pour la démocratie, pour continuer à former les gens parce que l'UPC savait que l'enjeu est ailleurs et que les indépendances de façade ont pour mission, n'est-ce pas, de tuer, n'est-ce pas, le projet dans l'œuf. Et c'est ça la force de l'UPC. C'est cette force d'organisation, c'est ce que les Espagnols ont volé en Afrique et c'est devenu le parlementarisme, le palafra, la parole africaine, la palabre, c'est-à-dire le parlementarisme. La structure que l'UPC a copiée auprès de toutes les structures ethniques du Cameroun, c'est que le pouvoir se détient collectivement. Et c'est le pari que les pays africains doivent réaliser en ce début du XXIe siècle. Il faut restituer le pouvoir aux institutions, c'est-à-dire qu'au peuple. Parce qu'actuellement, les indépendances ont été structurées de manière royaliste par De Gaulle, où un seul individu, comme en France, exactement c'est pareil en Afrique, un seul individu détient tous les pouvoirs. Et c'est souvent le chef de l'État. C'est ça qui fait que rien ne marche, parce que ce monsieur concentre entre ses mains le pouvoir et l'autorité. Et à partir de ce moment-là, il ne peut qu'aller vers la dérive. Et c'est ça que l'UPC a évité. Si le Cameroun, parce que vous donnez là maintenant l'occasion
à nous qui sommes des militants peut-être de 3e ou 4e génération, de dire la vérité aux Camerounais. Très souvent, on disait que l'UPC est un parti radical. Très souvent, on disait que l'UPC est un parti communiste. Mais tout cela est faux. En réalité, l'UPC a gagné le pari de l'intelligence. C'est-à-dire démontrer à la face de ceux qui disaient que l'Africain ne peut rien produire d'intelligent, que l'Africain peut mettre en place une structure intelligente qui libère les peuples. Et c'est pour ça que je disais que le combat de l'UPC est transnational. Parce que la lutte des peuples du Cameroun aujourd'hui est identique à la lutte des peuples que les Gilets jaunes mènent en France, est identique à la lutte des peuples que les Chinois mènent contre le pouvoir dictatorial, est identique à la lutte des peuples que les Américains noirs et blancs mènent contre la misère, quand, n'est-ce pas, 10% de la population accapare 90% des richesses. Or, le partage est possible. Et c'est pour ça qu'actuellement, le combat n'est plus de savoir si l'UPC est atomisé, si l'UPC est dirigé par tel ou tel nom. Le combat, c'est que quelle est la vision que l'UPC a présentée au monde, qui existe. Cette vision existe. Elle existe à la fois par les écrits et par les témoignages vivants. Voilà Augusta qui est devant vous. Il y en a encore d'autres. Je ne voudrais pas parler de ma modeste personne parce que je suis leur fils peut-être. Mais je dis que ce combat doit être gagné. Parce que quand vous regardez le paysage, on veut le rendre, on veut le frélater. On vous brandit souvent, n'est-ce pas, des individus qui sont peut-être, ont flirté avec le militantisme dans l'UPC, mais quand ont été commandités là pour rendre la même mission, celle de l'assassinat, après les assassinats physiques, nous sommes en phase d'assassinat idéologique. Malheureusement pour eux, chaque fois qu'ils prennent la parole, et y compris dans leur propre environnement, la vérité vient les démentir. Je regardais encore avec beaucoup de sourires et de dédain certains qui se débattaient devant la CRTV, je ne sais pas hier ou aujourd'hui. J'ai encore lu des centaines de pages. Et actuellement, et permettez-moi la tautologie, l'actualité s'y prête. Emmanuel Macron veut jouer avec l'un des esprits qui a été l'un des esprits les plus critiques dans cette bataille, l'aîné Achille Mbembe, pour parler au nom des Africains. Alors que ceux qui ont été victimes sont là et le discours est là. Et la vérité est là. Donc, on n'a même pas besoin de colloques, ni n'est-ce pas, de comités scientifiques. On n'a qu'à prendre des actes. Le premier acte, par exemple, serait qu'on reconnaisse la place de l'UPC dans un pays comme le Cameroun et l'Afrique et qu'on cesse, n'est-ce pas, de vouloir l'atomiser en prenant, par exemple, une décision honteuse qui a été prise une fois par l'administration camerounaise où on a désigné un dirigeant à la tête de l'UPC. Voilà ce qui se fait parce que l'UPC, comme je le dis, ce n'est pas seulement l'âme immortelle. Maintenant, l'UPC, c'est une histoire partagée pour un avenir à partager. Je m'en vais vraiment m'excuser. Je pense que j'aurai l'occasion de revenir plus largement un jour parce que nous sommes à Yaoundé. Vous savez, malgré les indépendances, nos pays sont encore dans l'obscurité. Voilà l'une des forfaitures que l'UPC évoquait. Nous avons tout le moyen d'avoir le courant 24 heures sur 24, mais on passe 72 heures sans énergie électrique. Merci beaucoup et joyeux anniversaire. On va continuer. On a perdu Abdelaziz Moundé. Je ne sais pas s'il nous entend. On a perdu Abdelaziz Moundé. On va donc continuer avec l'enseignant Noubissi Tchouaké. Alors, cher Noubissi Tchouaké, oui. on vient d'écouter donc Serge Sor qui développe clairement l'idée selon laquelle l'UPC continue à être aujourd'hui combattu par ce qu'il appelle on va dire des excroissances ondulatistes. Mais avant d'arriver à ce sujet-là, parce qu'on va y revenir de toutes les façons, je voudrais quand même qu'on plane le décor pour comprendre effectivement comment ce parti-là se développe. Vous qui êtes historien, est-ce que vous pensez que on pourrait expliquer l'adhésion massive des Camerounais ces années-là à l'UPC par un véritable programme, mais projet et vision, tel que tout à l'heure le disait Serge Sor dans son développement? Qu'est-ce qui selon vous expliqua cette adhésion massive à l'UPC ces années-là? Eh bien oui, merci bien. Je voudrais déjà faire mes salutations à Serge Sor. C'est dommage qu'il ne puisse pas être encore là pour qu'on puisse échanger vraiment autour de la façon dont il aborde cette histoire de l'UPC là. Oui, bon, pour revenir à votre question, pour revenir à la question que vous posez sur ce qui attire les Camerounais, ce qui attire massivement les Camerounais vers l'UPC, qu'est-ce qui les attire? On pose la question déjà, parce que beaucoup de personnes ont l'impression que l'UPC est le premier parti qui a été créé au Cameroun.
il y a eu beaucoup d'autres partis. Depuis de 1946 jusqu'à 1948, il y a eu au moins une dizaine de partis politiques qui ont été créés et qui n'ont pas réussi à se poser dans l'espace public camerounais. Quand l'UPC arrive, l'UPC, d'abord, je suis très d'accord avec ce que disait il y a quelques minutes encore Seïso. C'est un parti national. C'est-à-dire que c'est un parti qui intègre les gens du nord, du sud et de l'est dans la Cameroun. On essaye de revenir dans l'élément de la quête de liberté, la quête de l'élément fondamental qui était l'élément d'abord de l'anticolonialisme et la révolution. C'est-à-dire que ces deux aspects-là sont les éléments qui vont attirer les Camerounais massivement. Premier temps, anticolonialisme, ça veut dire que mettre fin au brimate, mettre fin aux formes de colonialisme qui tentent de maintenir les Camerounais dans ce qu'on appelle le travail forcé, qui tentent de maintenir les Camerounais, de les arriérer par rapport à la façon dont la colonisation s'installe au Cameroun. Parce que le Camerounais avait compris dès les années 40, à la fin des années 40, qu'il n'était pas une colonie comme une autre. Ils commençaient à comprendre que ce qu'on faisait appliquer, ce qu'on appliquait au Gabon, au Congo ou ailleurs, on ne devrait pas l'appliquer au Cameroun. Mais malheureusement, l'UPC attire l'attention des Camerounais contre l'administration coloniale française pour leur faire comprendre qu'effectivement, au Cameroun, vous ne devrez pas le faire. Et les populations sont d'accord par rapport à ça et les populations adhèrent. L'aspect révolutionnaire, c'est quoi? Qui est un élément qui attire aussi les populations. C'est d'abord la rupture. Ça veut dire que mettre en avant l'élément de la liberté et du changement. Ça, c'est l'élément révolutionnaire qu'on voit apparaître dans l'UPC. Je voulais dire que les deux jambes sur lesquelles l'UPC était installé, c'est-à-dire que l'élément de l'anticolonialisme et de la révolution. C'était quoi la révolution? La révolution, c'est d'abord mettre en avant la volonté de la liberté et mettre en avant le désir d'indépendance. Ça, c'est l'élément qui était lié à l'élément de la révolution. L'élément de l'anticolonialisme, c'était l'élément qui était lié à s'opposer au travail forcé, s'opposer à l'indigénat, s'opposer à la brutalité coloniale. Ça, c'est les deux éléments qui vont attirer massivement les Camerounais derrière les idéaux de l'UPC. Ça, c'est ce qu'on pouvait dire déjà pour essayer d'expliquer à peu près pourquoi est-ce qu'il y a autant de Camerounais dans l'UPC et pas ailleurs. Et le deuxième aspect, c'était, on l'a dit déjà, je crois qu'on l'a expliqué déjà il y a quelques temps déjà, c'était le fait que l'élément du pouvoir était un pouvoir partagé, effectivement, comme disait tout à l'heure le Seïso, c'était un pouvoir partagé. Dès qu'au premier congrès de l'UPC à Tchang, où je suis d'être là aujourd'hui et de vous parler aujourd'hui, où il y a eu le premier congrès de l'UPC, on a vu apparaître un poste de président de l'UPC. C'est un poste qui n'était pas prévu dans l'élément structurel de l'UPC. Mais on a créé pour attribuer ce poste-là à un dignitaire traditionnel Bamileke, qui était Mathias Djoumessi. Ce poste a été créé, mais pourtant c'est un poste qu'on va voir perpétuer. Et à un moment donné, ce poste de président deviendra important pour maintenir l'équilibre de l'UPC. Parce qu'après, au congrès des ECA, on verra apparaître le docteur Moumier. Et logiquement, quand je le dis comme ça, c'est pour essayer de montrer que le parti n'appartenait pas à une tribu et n'appartenait pas à des hommes déterminés. Des hommes venaient et partaient. On le verra plus tard peut-être dans les divisions. Les hommes venaient et partaient. Les hommes venaient parce qu'ils étaient convaincus qu'il y avait une idéologie propre, qui était une idéologie claire, capable de mettre fin au colonialisme et de changer la vie des Camerounais. Et les hommes restaient aussi parce qu'il y avait cette vision-là, cette vision qui était celle de la liberté qu'on pouvait mettre en avant. Ça, je peux m'arrêter un peu là pour essayer d'expliquer pourquoi est-ce que l'UPC était autant populaire et pourquoi l'UPC était... J'aurais pu revenir encore sur l'élément du tribalisme, parce qu'aujourd'hui encore, pour ne pas faire une sorte de... C'est la question à laquelle Auguste va répondre, parce qu'effectivement, vous êtes quatre, chacun de vous a des questions qui sont prévues. Et alors, Augusta, on parle très souvent de l'UPC, un parti qui est essentiellement... constitué à l'origine des Bassa et des Bamileke. Et puis même, on finit par parler de l'UPC comme étant un parti communautaire. C'est quoi votre opinion ou votre avis sur cette qualification qu'on donnait depuis très souvent à l'UPC, un parti essentiellement constitué des Bamileke et des Bassa? Non, c'est vraiment une vision totalement fausse de l'UPC. L'UPC, alors certes, il se trouve que
l'implantation, y compris l'implantation des maquis, a été extrêmement importante en pays Bassa et en pays Bamileke, pour reprendre cette terminologie très simpliste. Mais l'UPC a été implanté partout sur l'ensemble du territoire national, au centre, au centre-sud, au nord, à l'extrême nord. Moi, je me souviens d'un de nos congrès il y a quelques années où des camarades du Nord et de l'extrême Nord étaient venus en délégation pour participer au congrès. Et c'est vrai que, à notre grande surprise, on a découvert des camarades dont certains étaient déjà un peu âgés et qui nous racontaient l'histoire de l'UPC dans cette région du pays, comment l'UPC s'était implantée, construite dans cette région du pays, alors qu'on a pour habitude de parler de l'UPC effectivement en pays Bassa et en pays Bamileke. Donc vraiment, et d'ailleurs, bon, j'en prendrai pour preuve le maquis ouvert par Osende Afana, bon, qui là aussi montre que, y compris dans cette région ou parmi les originaires de cette région, il y a eu des engagements forts, etc. Donc vraiment, il ne faut pas circonscrire ou vouloir réduire la vision et la construction qu'a été l'UPC, ou qu'est toujours l'UPC de mon point de vue. Et ceux qui veulent justement réduire l'UPC à une formation politique qui ne tiendrait qui ne se construirait qu'autour d'un individu ou qui ne se construirait qu'autour d'une tribu ou d'une ethnie, dénature totalement le combat de l'UPC. Et ça, vraiment, il ne faut pas laisser cette dérive s'installer. Je crois que c'est extrêmement important. Je voulais aussi rajouter que ce qui fait aussi la popularité de l'UPC, c'est évidemment bon, tout ce qu'on a dit là et tout ce qu'on est en train de dire, mais également le fait que un homme, une voix, une femme, une voix. C'est-à-dire que chacun compte. Ce n'est pas parce que vous êtes chef, ce n'est pas parce que vous avez telle ou telle responsabilité dans votre communauté ou dans votre région, etc., que vous avez plus voix au chapitre que les autres. Chaque personne, chaque individu compte dans les décisions qui vont être prises dans le parti. Et ça, c'est très, très important. Et ça fait qu'effectivement, tout un chacun peut, ou chacune peut se retrouver dans ce parti-là et se dire que oui, je compte aussi, je participe à la construction de mon parti, je participe à la vie de mon parti, je participe aussi peut-être, ou je participerai peut-être demain à la construction de ce Cameroun que nous rêvons tous, pour lequel nous nous battons tous. Donc c'est ça qui, de mon point de vue, fait l'ancrage populaire de l'Union des populations du Cameroun. Et vraiment, il ne faut pas qu'on laisse dénaturer cette vision et ces orientations-là. C'est extrêmement important et je crois que c'est ce qui est porteur. Je ne sais pas si, Guy, tu as prévu des questions autour de la réunification, mais il en est de... Voilà, d'accord. Bon, je pense que tout à l'heure, Abdelaziz est revenu un peu dessus. Hein. C'est ça. Est revenu tout à l'heure sur la réunification. Bon, Abdelaziz, Abdelaziz, on va parler également de ce qui n'a pas marché à l'UPC. À l'UPC, on ne peut pas nier non plus qu'il y a eu des défaillances, qu'il y a eu des trahisons. On peut donc déjà planter au décor en reconnaissant quand même que le parti a été un peu fragilisé, même pas un peu, a été suffisamment fragilisé par le camp odjulatiste qui a renvoyé certains parmi eux, pour d'aucuns dans la région du nord-ouest et du sud-ouest, d'autres dans la région de Boumyébel, et puis d'autres hors du Cameroun. Comment est-ce que, au regard de cette situation-là, comment est-ce qu'on a pu arriver donc à des failles, à des difficultés de se souder pour lutter contre on va dire le groupe au pouvoir, le groupe odjulatiste au pouvoir? Alors, je pense que tout à l'heure, on a évoqué les aspects qui étaient liés aux facteurs externes qui ont fait imploser l'UPC tel qu'on l'avait, tel que ses pères fondateurs, tel que son appareil militant, tel que sa structuration aboutie, avait permis que ce soit le parti vraiment numéro 1 qui portait véritablement et de façon légitime les aspirations du peuple. La tribalisation, qui est devenue effectivement un marqueur dans la vie politique, l'analyse de la vie politique au Cameroun et en Afrique, elle est liée à deux choses de mon point de vue concernant l'UPC. La première, c'est qu'il y a la période de 1955,
quand Roland Pré, instruit justement par Paris, donc l'Élysée, et se met en tête de démanteler l'UPC. Je conseille par exemple un ouvrage de Guy Georgi qui a été un administrateur colonial français au Cameroun. Qu'est-ce qu'il dit dans son ouvrage? Il nous raconte au détail près comment il était chargé de démanteler ce que Moumia avait fait au gré de ses affectations disciplinaires dans l'extrême nord, donc dans le septentrion du Cameroun. C'est-à-dire que vous aviez les chefs traditionnels, l'Amida, l'Amibé et un certain nombre de dispositifs traditionnels qui étaient mis au service de l'administration coloniale pour combattre l'implantation de l'UPC qui était faite par Moumié. C'est-à-dire qu'on affectait Moumié pour empêcher que l'UPC ne puisse prospérer, mais il réussissait. C'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure, Augustin parlait de ce qui est curieux, comment on retrouve des sources de l'UPC dans l'extrême nord du Cameroun, dans le nord. C'est le travail qui a été fait par Félix Roland Moumié. C'est-à-dire que là-bas, il implantait le parti, mais il avait en face de lui l'autorité traditionnelle qui était instrumentalisée par l'administration coloniale. On va retrouver le même phénomène avec Ernest Ouandié dans d'autres régions du Cameroun. Parce que je rappelle qu'à Lolodorf, qu'à Mora, que dans différents lieux du Cameroun, on a affecté les pères fondateurs, les premiers dirigeants de l'UPC pour pouvoir les éloigner des bassins où ils avaient réussi déjà à implanter justement cet appareil militant avec ses 80 à 100 000 adhérents. Première chose. Deuxième chose, c'est 1955, quand on regroupe à Douala les dirigeants de l'UPC. C'est-à-dire qu'on veut les regrouper dans un même lieu pour pouvoir les contrôler et empêcher effectivement des métastases. Ça donne lieu effectivement à ce qu'on a connu, ce qu'on a appelé les émeutes, parce que l'histoire est racontée, comme on dit, par les vainqueurs. C'est-à-dire que l'histoire de l'UPC, l'histoire officielle de l'UPC est racontée, un, par la partie française, et deux, par la partie qui était des adjuvants coloniaux, donc par le pouvoir d'Aïdjo, est racontée comme celle-là. On a attribué à l'UPC l'instauration de la violence politique au Cameroun à partir de 1955, ce qui est totalement faux. On a attribué à l'UPC la tribalisation de la vie avec le bassin Bassa et le bassin Bamileke, ce qui est une construction, Augusta l'a évoqué tout à l'heure, avec l'implantation des maquis. Mais les maquis s'installaient là-bas, pourquoi? D'abord parce que c'était des zones aussi où l'administration coloniale française menait déjà des actions de répression qui étaient inouïes et complètement délirantes, qu'aujourd'hui, à travers un travail de mémoire, on devrait faire au Cameroun. Et puis, je voudrais dire que avec les ralliés, dans un troisième temps, ce qu'on a appelé les ralliés. Ah. Allô? On a perdu Abdelaziz? Ah oui, on dirait. Aïe. Allô, allô? Aïe. Abdelaziz, on t'a perdu, Abdelaziz? Ah, qu'est-ce qui se Alors, passe? vous savez, on est en direct sur Diaf TV avec donc, des personnes qui interviennent depuis des coins divers dans le monde, notamment depuis le Cameroun et puis Paris. Et là, donc, on a Abdelaziz qu'on a perdu. Je vais profiter donc pour poser la question à Augusta. Augusta, on vient d'écouter Abdelaziz qui explique comment tous ces cadres de l'UPC ont été dispersés dans le Cameroun. Est-ce que vous, UPC, pensez que le fait qu'il y ait eu, par exemple, des cadres de l'UPC qui se retrouvaient, par exemple, dans le nord-ouest, dans le sud-ouest, et qui avaient des contacts avec ce côté anglophone, a pu apporter une influence dans l'idée de la réunification des deux Camerouns? En fait, moi, par rapport à la question des divisions, moi, je pense que le fait, par exemple, que les militants UPCistes, du fait de la répression qui était vraiment féroce, aient dû se disperser sur leur territoire, mais également à l'extérieur du territoire national. Et à un moment donné, avec les difficultés, l'impossibilité même de communiquer entre l'extérieur et l'intérieur, je pense aux difficultés de communiquer entre Abel Kingé et Ernest Ouandié, par exemple, à un moment donné. Et ces difficultés ont fait qu'il y a eu effectivement des visions un peu différentes qui se sont installées et qui ont pu parfois faire en sorte qu'il y ait des divisions qui se construisent malheureusement. Donc tout ça a contribué évidemment à certainement faire qu'il y ait des divisions en interne. Mais au-delà de ça, je pense que effectivement les colonialistes et ensuite ceux qui leur étaient leurs fidèles serviteurs,
qui ont pris la place ont aussi travaillé à cela, c'est-à-dire pour acheter les consciences. Je pense à des gens comme les Mahi Matip. Mahi Matip qui, dès les années 60, effectivement, alors que ça a été un fidèle compagnon, effectivement, de Oumniobé, se met aux côtés d'Amadou Ahidjo et, comment dirais-je, proclame une UPC légale. Donc, vraiment, c'était une trahison terrible à l'égard de ses camarades de l'UPC. Il y a donc des gens qui se sont fait acheter, qui ont rejoint le camp des colonialistes ou des néocolonialistes, hein, parce que ceux qui ont continué finalement le travail des colonialistes, moi je les appelle les néocolonialistes, et qui les ont rejoints. Mais dans toute lutte, et les fondateurs l'ont toujours dit, ils ont toujours dit que l'UPC, c'est la lutte de libération et la lutte pour l'indépendance nationale que mène l'UPC, c'est un train. Certains montent, certains descendent, d'autres remontent et ainsi de suite. D'autres vont jusqu'au bout de ce train-là, de ce trajet, de cette trajectoire, mais certains vont descendre c'est ça le propre de toutes les luttes, et notamment de toutes les luttes qui durent. Donc il y a des gens qui ont effectivement rallié, etc. Alors, là où, je ne sais pas si on en arrive à la période plus récente, mais là où c'est vraiment, on tombe dans la période, disons, un peu contemporaine, c'est au moment du retour au multipartisme, début des années 90, lorsque des gens comme les Kodok, Frédéric Augustin Kodok, ou les Ogbelend, qui ont fait le choix de rejoindre les partis gouvernementales, l'Union camerounaise, ensuite l'UNC et ensuite le RDPC, ils ont fait le choix de faire toute leur carrière politique dans ces partis-là. Au début des années 90, c'est à eux qu'on octroie la légalité en tant qu'UPC. Et évidemment qu'à partir de là, les dés sont pipés. Tout est pipé à partir de là. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on a toujours parlé d'UPC des fidèles. Nous avons continué dans la clandestinité cette lutte pour maintenir la flamme, pour maintenir le flambeau, pour poursuivre cette lutte. Et un certain nombre de nos camarades sont d'ailleurs rentrés au début des années 90, je pense à un camarade comme Mkoko Priso, je pense à un camarade comme Makit, Samuel Makit, je pense à un camarade comme Dom Michel. Ils sont rentrés au Cameroun après avoir été contraints et forcés à l'exil et pour quelque temps après leur retour, constater que c'est à des gens comme Frédéric Augustin Kodok qu'on octroie la légalité de l'UPC. Ce sont des aberrations. Et à partir de là, on est dans une dérive absolue. Et on va vous demander de vous allier avec des gens qui ont choisi leur camp, même s'ils continuent à utiliser le sigle de l'UPC. C'est pour mieux dévoyer et interrompre et détourner cette lutte des pères fondateurs. Par conséquent, on ne peut pas nous dire « oui, l'UPC a des dissensions, l'UPC a des divisions ». Non, il y a ceux qui ont continué et qui continuent à porter ce flambeau, à porter ce combat pour qu'enfin le programme qu'a construit l'UPC dès son origine, c'est-à-dire la réunification, parce que c'était ça le premier point, réunification du Cameroun, indépendance et élévation constante du standard de vie. C'était ça les trois axes essentiels, fondamentaux et indissociables qui étaient portés par le programme de l'UPC et qui aujourd'hui, à ce jour, est loin d'avoir été évidemment réalisé. Tout reste à faire. Tout reste à faire. Par conséquent, on est dans ce dilemme-là où il nous faut poursuivre ce combat jusqu'à son avènement véritable, jusqu'à ce qu'on arrive à réunir les Camerounais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tous nos frères et sœurs du Cameroun, pour construire ce Cameroun au service du peuple effectivement obtenir cette élévation du standard de vie. Enfin, je m'arrêterai là pour laisser un peu de place aux autres panélistes. Ok, merci Augustin pour ce développement. Alors, cher Novissier, je reviens également, vous qui êtes historien, je reviens également vers vous avec la même question. Est-ce qu'on peut penser que l'exil dans le Cameroun anglais de certains leaders UPCistes a pu créer des liens avec nos compatriotes de la zone anglophone qui a pu aboutir à la réunification du Cameroun? On se souvient qu'il y a eu le One Cameroun avec K.
Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît comme ça justifié? Oui, oui, d'emblée, comme ça, je peux vous dire qu'effectivement, il y avait déjà des mouvements dans la partie anglaise qui étaient en relation avec les nationalistes. La preuve, c'est que quand il y a eu les événements de mai 55, ils ont été accueillis là-bas par une partie des populations qui étaient d'accord avec le combat qu'ils menaient de ce côté. Et ils avaient déjà une idée de se mettre ensemble, de réunir le Cameroun. C'est-à-dire que c'était déjà un combat qui était mené par l'UPC et qui était accepté par une partie des leaders qu'on connaissait à l'intérieur de la partie anglaise du Cameroun. Mais je vais revenir légèrement un peu sur ce qui a été dit tantôt là, pour essayer d'expliquer à peu près l'élément de la division. L'élément de la division qu'on peut voir aujourd'hui, parce que tout à l'heure, Auguste a parlé de ces personnes qui sont ralliées et qui portent le sigle de l'UPC simplement. Oui, d'accord. Mais cette division-là, elle part de très très loin. C'est-à-dire que la division, elle n'est pas simplement au lendemain du multipartisme 90. Cette division-là part déjà beaucoup plus des émeutes de 55. C'est-à-dire que dès 55, avant les émeutes de 55, Ruben Oumniobé n'y assiste pas. Pourquoi? Parce que Ruben Oumniobé est déjà dans la clandestinité. Pourquoi il est dans la clandestinité? C'est parce qu'effectivement, il a peur qu'il y ait une explosion sociale et il s'est réfugié dans la clandestinité pour échapper à une pression judiciaire qui est portée contre lui. Ce qui explique simplement que ceux qui sont retrouvés dans les émeutes de 55 sont ceux-là qu'on a caricaturés plus tard comme des radicaux. Ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est dit, ben, vous voyez, Ruben Oumniobé était déjà dans la clandestinité et ceux qui ont alimenté les émeutes de 55 à Konsamba, à Kumba, à Konsamba, à Mbanga et à Douala, qui étaient les points les plus bougeants de cette période-là, ceux-là ont été calibrés, ont été caricaturés des radicaux. Et alors, cette perception déjà était un élément de division. Et cet élément de division a été alimenté par ceux qui ont pris le pouvoir, en fait, ceux qui étaient au pouvoir et qui vont prendre le pouvoir plus tard. C'est-à-dire que l'élément de dire, ceux qui sont de ce côté, qu'on a appelé à un moment donné les trios de Kumba, qui étaient selon qu'on pouvait percevoir comme des radicaux, et ceux qu'on a plutôt vu du côté du Macky Bassa, qu'on s'est dit, ah ben très bien, là-bas, c'est ceux-là qui veulent que ça se passe autrement. Ça, c'est un élément fondamental qu'on peut mettre déjà dans le cadre de la division. Et j'aimerais aussi insister, essayer de montrer que l'émeute de 55 est un aboutissement. C'est un fait d'aboutissement et c'est un marqueur dans l'histoire du Cameroun. L'émeute de 55 est l'arrêt de la décolonisation. C'est l'élément qui arrête le phénomène de la décolonisation du Cameroun. Et c'est un aboutissement, pourquoi? C'est un aboutissement dans un premier temps pour les coloniaux, pour l'administration coloniale, qui, depuis 1951, avec la création du bloc démocratique camerounais, commence à vouloir s'opposer à la marche de l'UPC. Donc, quand on arrive à 1955, c'est un aboutissement parce qu'ils réussissent à ce moment-là à pousser les membres de l'UPC, on va dire, à la faute. Parce qu'on va dire à la faute, parce que plus tard on reviendra sur l'élément de la violence plus tard. Mais on pousse ces éléments de l'UPC à la faute dès mai 1955 et ça permet à l'administration coloniale de mettre le point final à l'existence de l'UPC légal, à l'existence de l'UPC officiel. C'est-à-dire que sur le plan politique, sur l'espace politique camerounais, on fait disparaître l'UPC pour pousser l'UPC à rentrer dans le maquis, c'est-à-dire à changer de fusil d'épaule. Parce que l'UPC n'a pas été formé pour faire le maquis. L'UPC a été formé pour faire de la politique dans l'espace. Alors, on pousse donc, dès 1955, on met donc un écran d'arrêt. C'est-à-dire qu'on arrête le combat de l'UPC à ce moment-là et ça renforce les divisions au sein de l'UPC et ça permet à la mission coloniale, tranquillement, de mettre un cran d'arrêt au phénomène, au processus qui devait permettre aux Camerounais d'avoir une indépendance réelle. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'UPC est sorti de l'espace politique, on a laissé l'espace politique à ceux qui n'étaient pas censés apporter le Cameroun vers l'indépendance. Voilà à peu près un élément que je remets dans le crédit, l'élément d'abord du fait de la division, qui est d'abord un élément, l'élément de la manipulation de la mission coloniale. On peut percevoir ça d'abord dans ce sens-là d'abord. Et le sens de la division aussi
dans la perception qu'on a de la violence. Parce qu'à un moment donné, on a fait croire que ceux qui étaient à Kumba étaient ceux qui portaient la lutte armée, alors que ceux-là, effectivement, avaient été contraints, exactement comme les autres, à rentrer dans le maquis. Voilà à peu près ce que je pourrais expliquer, tenant compte de l'élément de la division. Merci pour ce brillant éclairage. Hein. Je pense que Augusta n'aura pas grand-chose à ajouter sur ce qui vient d'être dit là. Alors, moi, j'ai toujours ma question. Je la poursuis parce qu'elle est visiblement d'actualité. Je rappelais tout à l'heure qu'on a quand même abouti à quelque chose qu'on appelait autrefois le One Cameroun. One en anglais. Cameroun avec ça. Je rappelle également que on a eu la réunification du Cameroun que tout le monde connaît à la suite de ce One Cameroun. Et quand on regarde dans l'actualité camerounaise d'aujourd'hui, il y a plus de 4 ans, la zone anglophone, comme nous savons, est empêtrée dans une crise grave avec des milliers de déplacés. Est-ce qu'on pourrait penser un seul instant que tout cela est la conséquence d'une réunification qui n'a pas été véritablement mise en place, déployée, tel que l'auraient pensé les pères fondateurs de l'UPC? Tout de suite, là. Tout de suite. Allô? Oui, allô, oui, je vous écoute. Vous avez la parole, oui. Oui, tout de suite, là. Tout de suite. Je vous dis tout de suite que... Après, Augusta pourra intervenir, si elle veut, bien sûr. Oui, c'est la question depuis un moment, d'ailleurs. Oui, tout de suite. Effectivement, je dirais rapidement que dans le programme de l'UPC, c'était prévu la réunification avant l'indépendance. Bien sûr, bien sûr. On n'aurait jamais eu ce qui s'est passé, ce qui se passe aujourd'hui dans le territoire de la partie du nord-ouest et du sud-ouest. On n'aurait jamais eu ça si on avait eu une indépendance d'abord la réunification et on passait à l'indépendance à la suite. On a précipité l'indépendance pour l'offrir à des personnes qui ne l'avaient pas demandé. C'est ça le phénomène. C'est-à-dire qu'on s'est précipité dès 1957 à offrir rapidement, à lever la tutelle pour permettre à des personnes qui n'avaient rien demandé, c'est-à-dire qui n'avaient qui n'avaient pas bâti l'architecture de l'indépendance. On leur a offert le Cameroun en leur disant, écoutez, monsieur, vous êtes indépendant, allez-y. Alors, effectivement, ceux qui avaient construit ce Cameroun-là, en pensant au Cameroun de demain, ça veut dire, ils considéraient qu'il fallait d'abord passer par l'unification, la réunification, et parler de l'indépendance plus tard. Et naturellement, je crois que je vais m'arrêter là pour laisser la parole à Augusta, par exemple. Augusta, sur la question, effectivement, la réunification. Je pense que, n'est-ce pas, M. Noubissi a commencé à répondre à cette question. Quel est votre avis là-dessus, vous, UPCistes, hein? On a toujours également eu ce débat-là sur la réunification, telle que pensée par les UPCistes, qui malheureusement n'est pas celle qui a été déployée par Aïdjo et puis tous ses soutiens. Non, mais bien sûr, effectivement, bon, je ne vais pas répéter en boucle que la question de la réunification, elle était essentielle, c'est-à-dire l'intégrité du territoire national tel que les colonialistes français et anglais l'ont trouvé au moment où ils ont récupéré ce territoire. Donc cette question, elle était centrale et évidemment, il est bien entendu, on imagine bien que si l'UPC avait été aux commandes du pays, en aucun cas les choses ne se seraient passées comme celle-là, comme elles se sont passées, bien évidemment. Parce que, si vous voulez, on sait très bien dans quelles conditions la réunification a soi-disant été construite, sur des bases totalement inégalitaires et sur des bases totalement, enfin, je m'excuse de le dire comme ça, mais foireuses. C'est-à-dire le référendum de 62, etc. Tout ça, on sait très bien que tout ça a été complètement vidé de son contenu et n'a pas permis véritablement à nos compatriotes de ces régions-là de pleinement décider de leur destin. Et surtout, après, les moyens n'ont pas été donnés pour que cette construction nationale se fasse de la façon la plus harmonieuse et dans le sens des intérêts des compatriotes. Et ce qui est terrible dans la période actuelle, c'est que non seulement
c'est le fait qu'on s'enlise dans cette guerre interminable et tellement meurtrière et qui vraiment saccage deux très belles régions de notre pays. Mais en plus de cela, c'est le fait que il n'y ait pas de perspective. On ne voit pas les perspectives et les seules perspectives qui nous sont aujourd'hui offertes ne sont que militaires. Il n'y a pas de perspective politique véritablement. Donc on est vraiment dans un cycle et surtout les seules choses qui sont envisagées ne le sont qu'au prisme des colonialismes respectifs desquels on dépend. C'est-à-dire, on va dire, les francophones, les anglophones. Comme si 60 ans après, c'est quand même terrible de continuer à raisonner avec ces prismes-là. Ça veut dire que 60 ans après, nous n'avons pas réussi à construire un prisme à l'échelle nationale qui nous soit propre, qui sorte des schémas colonialistes. Et ça, c'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible qu'on en soit encore là. Et il est bien évident que l'UPC se bat contre cette manière d'appréhender les choses et d'envisager les solutions. Et donc, nous, on pense que les problèmes de nos compatriotes du nord-ouest et du sud-ouest sont malheureusement les mêmes à l'extrême nord, au nord, à l'ouest, au sud, au centre-sud, à l'est, etc. Tous les Camerounais aujourd'hui souffrent de cette gabegie et de ce qui nous est imposé par ce pouvoir et cette comment dirais-je, cette incapacité à construire ce Cameroun que nous appelons tous de nos voeux, un Cameroun qui réponde aux besoins de l'ensemble des populations, à commencer par les plus démunis, et qui profite et qui fasse en sorte que nos richesses profitent à l'ensemble de ces populations. Parce qu'aujourd'hui, nos richesses sont totalement bradées et ce sont les multinationales étrangères qui continuent à avoir le contrôle absolu sur l'essentiel de nos richesses. Ok, d'accord, merci. Alors, cher Noubissier, vous êtes libre de revenir sur ce que vient de dire aussi Augustin, si vous voulez, parce que je faisais un rapport entre la réunification du Cameroun et la situation actuelle que nous connaissons tous, la crise qu'on appelle souvent la crise anglophone. Hein. Voilà. Donc vous allez de revenir dessus si vous voulez. Mais sinon, j'avance rapidement parce qu'on a encore quelques questions à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez, vous qui avez également été étudiant ici en France, de l'apport de l'UNEC dans l'UPC? Mais ça, écoutez, il y a quelque chose de fondamental à voir. Que l'UNEC était, on va presque dire que c'était l'antichambre de l'UPC. C'est-à-dire que je le dirais rapidement comme ça, en pensant un peu au travail de recherche qu'est en train de mener mon ami Simon Keng sur l'UNEC. Parce que logiquement, tous les militants de l'UNEC étaient des militants de l'UPC, soit en puissance, soit en devenir. C'est là-bas où on fabriquait un peu le militantisme de l'UPC au sein de l'UNEC, c'est les étudiants. C'est le seul moyen de comprendre que le Cameroun était vraiment dans une sorte de colonisation brutale et abjecte. C'était de faire des études en France, c'est de traverser de partir de son pays pour arriver en France et voir effectivement que l'élément de la liberté, l'élément du vivre qui existait en France, on ne pouvait pas l'avoir au Cameroun. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc s'engager, et on s'engageait dans l'UNEC, pour s'engager dans l'UPC, pour être nationaliste, pour s'opposer au colonialisme, qui était vraiment l'élément fondamental. Il fallait mettre fin au colonialisme, il fallait mettre fin au brimage colonial, il fallait mettre fin à l'absence de liberté qui existait. Et ça, les étudiants qui étaient en Europe pensaient à ça, et l'UNEC et l'UPC, c'était quelque chose de très, très lié. Malheureusement, je vais dire que malheureusement, pour essayer de montrer à peu près l'élément de la force de ce que j'appelle souvent la contre-révolution, parce qu'en fait, face à l'UNEC, il y avait l'administration coloniale, et il y avait ceux qui avaient le pouvoir de l'argent et qui avaient acheté certaines personnes pour rentrer dans l'UNEC et transformer le discours, c'est-à-dire que de porter le discours de l'UNEC pour le dévoyer plus tard. À l'intérieur de l'UNEC, il y avait beaucoup d'étudiants qui venaient pour porter l'information, pour apporter cette information-là entre les mains de ceux qui avaient pris le pouvoir et ceux à qui on avait confié le pouvoir au Cameroun. Et c'est comme ça que l'élément de répression s'est organisé autour de la poursuite
on pourchassait les étudiants qui, soit revenus en vacances au Cameroun, soit étaient en Europe, avaient été étiquetés comme membres de l'UNEC. Donc, on pourchassait les militants de l'UPC, parce que soit ces anciens militants de l'UNEC qui étaient rentrés au Cameroun, on leur sortait leur fiche, leur dossier, pour faire comprendre qu'effectivement, on savait qu'ils avaient milité dans l'UNEC et qu'en mettant dans l'UNEC, ils étaient d'une manière ou d'une autre des opposants au régime Ahidjo. C'est ce que je pouvais dire par rapport à la liaison qu'on pouvait avoir entre l'UNEC et l'UPC. Augustin, l'UNEC, est-ce que c'est aussi votre avis là-dessus? L'UNEC, finalement, aura été infiltré par des personnes qui l'ont dévoyé plus tard. On a souvent entendu parler, d'ailleurs vous êtes revenu tout à l'heure là-dessus, sur les trahisons qui ont eu cours à l'UPC. Est-ce que vous pensez que si l'UNEC a certes apporté beaucoup à l'UPC, l'UNEC aura néanmoins aussi été l'endroit par lequel sont passés des gens pour affaiblir l'UPC? Quel est votre avis sur l'UNEC et l'UPC? Enfin, moi, je pense que, enfin, même si ça peut donner cette impression-là que l'UNEC a été l'antichambre, moi, je dirais pas totalement. En tout cas, moi, pour les années que j'ai passées à l'UNEC, je peux vous dire que tous les militants de l'UNEC, en tout cas, je parle de ceux de ma génération, ceux que j'ai eu l'occasion de côtoyer, ne sont pas tous devenus des militants de l'UPC. Et d'ailleurs, si à un moment donné, après 71, l'assassinat de notre dernier père fondateur historique, Ernest Ouagnier, on a lancé le Manifeste national pour l'instauration de la démocratie, c'est bien parce qu'on pensait que tous les compatriotes qui étaient intéressés par l'UPC devaient passer par un filtre préalable pour essayer justement de limiter au maximum les infiltrations ou les gens qui s'engageaient, avec légèreté, précisément parce que le seul fait d'avoir été à l'UNEC ne pouvait pas suffire à rentrer à l'UPC. Parce que c'était les années de plomb, hein, c'était vraiment les années de plomb, c'était des années extrêmement difficiles où la répression était très très forte. Et par conséquent, il fallait prendre beaucoup de précautions. Il fallait effectivement mettre beaucoup de filtres pour construire la confiance qu'on pouvait avoir dans un futur UPCiste, etc. Et vraiment le jauger et essayer de voir sa consistance, de mesurer sa consistance et sa volonté d'engagement dans l'UPC. Donc c'est bon. Effectivement, il se trouve qu'il y a eu un certain nombre de militants de l'UPC, de militants de l'UNEC, pardon, qui sont devenus des militants de l'UPC, mais je dirais pas systématique. C'était pas systématique et justement, c'est bien pour ça, je le répète, qu'on a créé le Manidem pour justement créer ce filtre et cette mise à l'épreuve, si je puis dire, avant de rentrer à l'UPC, qui était vraiment le... Voilà. Okay. Alors, on continue encore, on a encore environ 7 minutes pour cette émission. Je voudrais qu'on avance rapidement. Et alors, je vais quand même vous demander à tous les deux, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez très concrètement de la situation de l'UPC qui, bien que divisée, continue à faire peur au régime de Yaoundé? On a tous vu comment ce parti-là, ce parti historique du Cameroun, a donné naissance à des tendances qui sont même pas facilement comptables du bout des doigts. Mais pourquoi ce parti-là continue à faire peur au régime de Yaoundé? Est-ce que d'ailleurs c'est le cas pour vous? Est-ce qu'il fait vraiment peur? Je commencerai par vous, donc monsieur Noubissier. Oui, je ne sais pas si, oui, on va dire que je ne sais pas si c'est seulement l'UPC qui fait peur au régime de Yaoundé. Non, c'est-à-dire que c'est la démocratie qui fait peur au régime de Yaoundé. C'est l'élément de la démocratie, c'est l'élément de la fabrication de la démocratie, parce qu'à partir du moment où on entre en démocratie, ça veut dire qu'on entre en responsabilité, on entre en citoyenneté. Est-ce que le régime de Yaoundé est capable d'accepter ça? Il n'accepte pas ça de l'UPC, parce que si l'UPC se reconstruit et a un discours unique, naturellement, ça permet qu'on puisse construire un élément d'opposition, un élément de démocratie de la meilleure manière. Mais dites-vous ça, que ce soit l'UPC aujourd'hui, que ce soit les autres partis politiques, ceux de Yaoundé n'accepteront pas. Ils préfèrent que l'UPC vienne comme ça en rang serré, et naturellement, ça fragilise et ça permet
de faire voter 2-3 députés et de dire, ben, très bien, vous voyez, il y a quelqu'un qui m'a interpellé il y a quelques années, il m'a dit, mais vous voyez, l'UPC, qu'on croyait mort, a déjà des députés à l'Assemblée du Cameroun. Ça, c'est pour me dire, voilà, vous voyez, c'est une très bonne chose. Naturellement, quand ça se dit de cette manière-là, ça ne peut que conforter la position de l'autoritarisme. Ça conforte la position de ceux qui sont au pouvoir et qui ne veulent pas que ça se passe de la même manière dans l'opposition, que ça se passe de la même manière au sein du Cameroun en général. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'on ait des éléments de responsabilité et de citoyenneté. Il faut que les Camerounais soient capables de dire quels sont ceux qu'on a élus. Est-ce qu'ils sont responsables de leurs actes? Est-ce qu'ils rendent compte? C'est ça l'élément fondamental. Et ça se fait exactement avec la pression de ceux qui sont au pouvoir pour empêcher qu'on puisse reconstruire ou reconstituer des mouvements uniformes, capables de parler, peut-être pas parler d'une même voix, non, mais parler parce que l'élément de la politique, c'est l'élément de la diversité. C'est-à-dire que quand on est un pouvoir qui disent, écoutez, nous sommes de gauche et d'autres disent, sont de droite, c'est ça qui fait l'élément de la démocratie, l'élément de la diversité. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, ce discours est élu par tel parce qu'ils sont à tel endroit. Ça, c'est ce que je peux dire pour essayer d'expliquer à peu près le phénomène, l'action que on va dire, le régime en place mène à l'égard de l'UPC. L'UPC, oui, peut-être que l'UPC fait peur. L'UPC, c'est quand même c'est l'élément. Imaginez-vous aujourd'hui si l'UPC se reconstruit en un seul morceau, ce que ça peut faire au Cameroun aujourd'hui. C'est quelque chose de formidable. Mais malheureusement, quels sont ceux qui accepteraient ça? Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui aux affaires accepteraient que ça se passe comme ça? Très bien. Voilà. Alors, Augustin, on sait que votre parti a été, jusqu'à présent, alors qu'il a pourtant déjà pu remporter tous les procès auxquels il a dû être confronté. On reconnaît que votre parti, l'UPC Malidem, n'est toujours pas autorisé légalement à mener ses activités au Cameroun. Est-ce qu'on peut penser que l'UPC continue, donc, de ce fait-là, à faire peur au gouvernement de Yaoundé? Non, mais vous voyez vous-même qu'il faut quand même rappeler, bon, pour les auditeurs qui nous suivent, qu'à 2 reprises, depuis 2012, l'UPC a... D'abord, il faut dire qu'en 90, quand il y a eu le retour au multipartisme, on a considéré, il était clairement établi que les partis existants les partis existants n'avaient plus à redemander leur légalisation. Par conséquent, le RDPC évidemment était existant et l'UPC était existante aussi. Donc on n'avait plus à redemander notre légalisation. Et en 90, en 91, c'est M. Kodok, c'est ce que je rappelais tout à l'heure, c'est Kodok qui avait complètement, qui n'avait plus rien à voir avec l'UPC, qui avait fait toute sa carrière à l'UNC et puis enfin au RDPC, qui a obtenu la légalité. Donc à partir de là, quand on parle de division de l'UPC, je ne sais pas de quoi on parle. On parle de personnes qui ont usurpé le sigle, on parle de personnes qui ont usurpé le sigle et qui n'avaient plus rien à voir avec la lutte des fondateurs de l'UPC, qui ne portaient plus ce programme-là, qui ne portaient plus ce qui a été toujours de tout temps les orientations de ce parti, et qui n'en ont pris que le manteau pour faire croire justement qu'ils continuaient à être l'UPC. Et ils ont eu des postes de ministres, ils ont eu des députés. Sur quelle base? Sur la base d'une collaboration avec ce régime qui nous a toujours combattus, qui nous a assassinés. Donc, on n'a rien à voir avec ces gens-là. Moi, je le dis haut et fort, on n'a rien à... Il faut arrêter de parler des divisions de l'UPC. Je dis que nous, on a porté ce flambeau de façon infaillible et indéfectible. Nos camarades qui sont aujourd'hui à la tête de l'UPC et qui sont engagés dans l'UPC depuis 50 ans ont porté ce flambeau et n'ont jamais collaboré avec le pouvoir, n'ont jamais collaboré ni de près ni de loin avec ce pouvoir. Par conséquent, c'est ce dont on parle. Donc, je parle là des gens qui ont continué ce combat. À 2 reprises, la Cour suprême nous a donné raison en demandant qu'on nous légalise, en demandant que nous soyons légalisés. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
en 2016, a demandé à l'État camerounais de nous légaliser en tant qu'UPC Manidem, puisque malheureusement, le sigle UPC avait déjà été usurpé et confisqué par ceux qui ne continuent pas ce combat. Donc, en 2016, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples demande à l'État de nous reconnaître et, mieux que cela, de nous indemniser pour tous les préjudices causés depuis 90. Et bien évidemment, comme d'habitude, comme nous ne sommes pas dans un pays de droit, l'État s'assied là-dessus. Et à ce jour, nous ne sommes toujours pas reconnus. Donc nous continuons à mener notre combat comme nous pouvons, avec les moyens du bord, évidemment en étant extrêmement ostracisés. Heureusement, de temps à autre, nos camarades sont quand même audibles sur le territoire national. Nous menons des activités, nous organisons partout où nous le pouvons, nous organisons nos compatriotes parce que l'organisation est essentielle, reste essentielle. Nous formons effectivement nos militants, nous menons des actions, nous sommes dans une plateforme qui s'appelle Stand Up for Cameroun et nous menons des actions également dans ce cadre-là, effectivement, pour la transition politique. Donc nous poursuivons notre combat, bien entendu. Mais voilà la situation dans laquelle nous sommes et nous continuons à porter l'espoir de ce peuple camerounais et continuons à nous battre avec beaucoup de ferveur et de combativité pour l'avènement de ce Cameroun nouveau. D'accord, alors une dernière question, parce que le temps imparti à cette émission est arrivé. À tous les deux, je voudrais juste que vous vous exprimiez sur l'absence de symboles réels, au-delà des discours qu'on a pu suivre. Hein. On se rappelle il y a quelque temps que le gouvernement annonçait la construction des mausolées pour ces héros nationaux. Qu'est-ce que cela vous évoque, l'absence de tels mausolées pour ces héros nationaux de l'UPC d'ailleurs? Bon, écoutez, ce sera d'ailleurs oui, avant de conclure l'émission. Hein? Cher Noubissi, vous avez la parole, hein? Vous prenez la parole. D'accord, très bien. Non, je crois que c'était une question qui était adressée. Question ouverte pour tout le monde. D'accord. Bon, non, ça c'est. Bon, et, vous voyez, j'aurais du mal à répondre à ce genre de questions parce que déjà, je ne crois pas que. Parce que pour qu'on puisse commencer à parler de symboles, à construire des éléments de symboles pour l'UPC, il faut d'abord reconnaître l'existence de l'UPC. Parce que ce régime qui a, ces héritiers-là qui ont pris le pouvoir, est-ce qu'ils reconnaissent l'importance des nationalistes de l'UPC? Est-ce que, et pour reconnaître, il y a un deuxième aspect, c'est l'élément de la démocratie. Parce que moi, je suis un peu très porté là-dessus, parce que à partir du moment où on est responsable, quand on a été élu et qu'on est responsable des personnes qui vous ont élu, à ce moment-là, cela vous pose des problèmes. Vous dites, voilà, ce qu'on a envie que vous puissiez poser comme acte. Mais ceux qui sont au pouvoir, est-ce qu'ils sont responsables de la parole qu'ils donnent? Non. Et pourquoi est-ce que vous voulez qu'ils se découvrent des démocrates à aller inscrire l'histoire? Parce que l'histoire devrait être le discours quotidien des hommes politiques. Mais aller fêter tout le nombre de discours de ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, s'ils ont un seul instant ou une seule seconde dans leur discours, évoquer le nom, simplement le nom de ceux qui sont passés quelques années avant eux. Et ceux qui étaient là, ceux qu'on appelle des nationalistes camerounais, est-ce que ces personnes apparaissent dans les discours de ceux qui sont au pouvoir depuis 60 ans? Non. Alors pourquoi vous voudriez qu'ils aillent plus loin et qu'ils aillent mettre sur pied des symboles? Ils ne le feront pas. En fait, c'est pas dans leur logique. On ne pourrait pas les surprendre en train de faire ça. Je voulais dire ça rapidement et je pourrais passer déjà, pour pouvoir conclure mon propos, je voulais passer déjà dans les éléments de contre-vérité qui sont liés à l'écriture de l'histoire de l'UPC. Parce que l'UPC aujourd'hui souffre du fait que, pour écrire l'histoire de l'UPC, quand vous n'êtes pas quelqu'un engagé dans le mouvement de l'UPC, que vous commencez à écrire l'histoire de l'UPC, on vous l'attribue d'office. Et je considère qu'on peut écrire l'histoire de l'UPC sans automatiquement prendre sa carte de l'UPC. Et ça, je crois que ça, c'est un élément de pédagogie qu'on devrait faire pour que les Camerounais
reconnaissent qu'avant qu'on ait ce régime-là, qu'on avait des institutions capables de mettre au pouvoir des personnes démocratiquement élues, et que ces institutions-là ont été écartées dès 1966 et après en 82, en 90, plus tard. Et ça, j'aimerais dire que l'enseignement de l'histoire, enseigner l'UPC aux étudiants, aux élèves, aux étudiants, et même aux Camerounais dans l'ensemble, permettrait non seulement d'avoir l'humilité, d'avoir la connaissance de ceux qui étaient là avant nous, et de comprendre que l'élément de la démocratie peut exister dans ce pays. Voilà, c'est ce que je voulais dire à peu près pour essayer de finir. Merci beaucoup. Alors, Augustin, il paraît que vous avez une idéologie totalement opposée à celle de ceux qui sont au pouvoir. Et donc, par conséquent, il serait totalement illogique que ceux au pouvoir aujourd'hui consacrent du temps ou mettent à disposition dans des espaces publics des statuts qui symbolisent un peu ces héros nationaux qui étaient aussi UPCistes. Qu'est-ce que vous pensez de ce discours-là? Oui, mais ceci dit, il y a une loi en 1994 que je crois qui a reconnu, disons, l'apport de ceux qui se sont battus pour obtenir l'indépendance. Il y a une loi officielle hein, qui les reconnaît comme ayant apporté et contribué à l'indépendance du Cameroun. Donc, je veux dire que si on les prend au mot, effectivement, ne serait-ce que pour mais être en cohérence avec cette loi, ils auraient pu, à titre ne serait-ce que symbolique, donner ça et là le nom d'un des pères fondateurs à une avenue ou à un bâtiment public, etc. Mais même ça, même ce peu-là, ils ne l'ont pas fait. Et évidemment, moi, je suis d'accord avec M. Noumbissi quand il dit que, bon, sincèrement, de ces gens-là, je n'en attends rien. Je n'en attends rien. Sauf que, effectivement, malheureusement, il aurait fallu peut-être une pression populaire forte. C'est-à-dire que même s'il restait aux affaires, que nous réussissions à mener ce combat de l'opinion publique, ce combat de pression populaire, pour qu'à un moment donné, on impose que dans l'espace public, les avenues portent le nom de nos héros. Les avenues, les bâtiments publics portent les noms de nos héros, etc., etc. C'est quand même une aberration que ce soit encore la statue du général Leclerc qui trône au milieu de... Non, mais c'est quand même effarant. C'est effarant. Alors que pas un seul de nos héros n'a sa statue au milieu d'un carrefour, etc. Donc, voilà, ne parlons même pas de la prise en charge des familles de ceux qui ont donné leur vie pour ce combat-là. Je pense aux familles des Oumniobé, aux familles de Moumié, aux familles d'Ernest Ouandié, bien sûr, et bien d'autres, Singap Martin, Tanque Noé, etc., etc. Il y en a plein. On pourrait les égrener jusqu'à demain matin. Mais évidemment, à quoi s'attendre de la part de ce pouvoir? Mais c'est toujours pareil. Si on avait réussi ou si on réussissait à mettre une pression suffisante, je pense qu'il ne serait pas impossible que nous arrachions un certain nombre de choses. Mais malheureusement, la répression est tellement massive, tellement forte, et je finirai en disant ça. Je pense qu'il est important, au-delà du fait d'être UPCiste ou pas, que tous ceux qui veulent le changement dans ce pays réussissent à trouver une plateforme minimale sur laquelle s'entendre et exiger, imposer la transition politique. Je pense qu'on ne peut pas continuer à s'enfoncer, à laisser le pays s'enfoncer comme il s'enfonce, c'est-à-dire 5 ans de guerre, 5 ans de guerre au Nosso, l'extrême nord qui est toujours en état de siège quasiment, avec des éléments de l'armée qui malheureusement parfois commettent des exactions sur les populations civiles au motif de combattre Boko Haram. À l'est du Cameroun aussi, la pression et la poussée des réfugiés centrafricains qui déstabilisent aussi notre pays. Non pas qu'il ne faille pas les héberger ou les accueillir ou faire preuve de solidarité, mais il est bien évident que tout ça contribue, sont des éléments de déstabilisation. En tout cas, autant de pôles de déstabilisation et de déstructuration de notre pays, il faut que tout ça cesse. Sans parler
de l'incapacité de ce pouvoir à résoudre les problèmes des Camerounais. Là, on le voit à travers une petite émission comme celle-là. Dans un pays comme le Cameroun, vous n'arrivez pas à avoir une connexion sur 2 heures, sur 3 heures, parce qu'il y a des délestages incessants. Vous n'arrivez pas à avoir l'eau sur une semaine, alors que le pays est arrosé comme sur le plan hydraulique, on a tout ce qu'il faut pour que tout le monde ait l'eau courante. Il n'y a aucune explication en dehors de l'incapacité de cet État-là à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc je pense qu'il faut, au-delà des problèmes de personnes et d'ego ou de je ne sais quoi, trouver une plateforme sur laquelle nous nous entendions tous majoritairement de façon massive pour effectivement imposer le changement dans ce pays. Je crois que c'est vraiment indispensable. Merci beaucoup. Merci à tous. Guy, tu es avec nous. On a fini, nous. Hein. On a fait notre conclusion. Oui, je pense que. On a pris les choses en main, là, finalement. Je pense que c'est. Bon, mais en tout cas, bon courage, hein, monsieur Noulissier. Bon courage à vous. Et dans votre. Allez, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Également, je suis d'accord, il faut qu'on puisse enseigner. Le problème aussi, par rapport à ce que vous disiez concernant l'histoire du fait de pouvoir enseigner l'UPC sans être militant de l'UPC, je suis entièrement d'accord avec vous. Encore faut-il que nous puissions accéder aux archives, aux documents, parce que là aussi c'est un problème, aux archives tant au niveau national qu'au niveau de la France ou de la Grande-Bretagne, parce que c'est aussi ça le problème. Vous allez écrire cette histoire-là à partir de quels éléments? C'est ça la difficulté aussi. Non, mais objectivement, c'est un problème. Oui, hein, l'accession aux documents. D'accord. Ce qui est que Oui, je vous laisse répondre là. Ça commence à... Ça coupe là, ça coupe. Oui, je pense qu'il a quelques soucis de réseau, mais il doit quand même tenir un peu plus d'1h30 hein, au Cameroun. Dans ces éléments d'archives de la manière la plus claire. Voilà. Oui, c'est vrai. On est un peu pris un peu dans cette sorte du serpent qui se mord un peu la queue là-dessus. Et oui, et voilà. De toute façon, ce qui est sûr, c'est que si on n'enseigne pas l'histoire de l'UPC au Cameroun, on n'enseigne pas l'histoire politique. C'est-à-dire que l'histoire politique aura disparu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, ne pas enseigner l'histoire de l'UPC. Et quand on l'enseigne, on ne peut pas ne pas dire ce que l'UPC a fait et ce que l'UPC avait promis de faire. Et à ce moment, comme ça entre souvent en contradiction avec ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. C'est ça. Et naturellement, vous vous trouvez un peu en porte-à-faux par rapport à ce qui s'est fait aujourd'hui. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Merci à vous. Alors, cher tant qu'on a pu nous donner. Ben oui, du coup, on s'est retrouvés tous les deux. C'est dommage parce que c'était très bien de partager. Je crois que vous m'avez exclu de votre conversation. Le modérateur qui est parti. Merci beaucoup. Vous m'avez exclu de votre conversation. Je n'ai pas encore conclu l'émission là. Je vous ai laissé. Toi, tu nous laisses là. On est en train de. Vous m'avez exclu de votre conversation. Mais écoutez, non. Je tenais d'ailleurs à vous remercier tous les deux d'être restés aussi longtemps grâce à vos connexions. Merci surtout également à donc monsieur Noulissier Chouake depuis Tchang qui est resté connecté pendant plus d'1h30. Ça nous arrive rarement. Merci. Donc on peut au moins dire qu'à Tchang la connexion peut être aussi longue pendant une émission comme celle-ci. Ah oui, ça c'est pas mal. La connexion marche. Merci également à Abdelaziz Moundé et à Serge Sor qu'on a perdu du fait de la connexion. Mais finalement, Augusta, Abdelaziz Moundé, il est en France. Hein. Il a quand même perdu la connexion lui aussi. Voilà. Hein? Donc, oui, Aziz, oui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui. Donc on peut dire que le Cameroun et la France sont à égalité. Hein. On a Abdelaziz Moundé en France qui a quitté le débat pendant qu'il se déroulait à cause sûrement de la connexion. On a également Serge Sor qui lui nous a dit clairement qu'il y avait deux problèmes, celui de l'énergie, le problème récurrent, l'énergie qui s'en va, et puis celui donc effectivement, non d'ailleurs pour lui c'était beaucoup plus lié à l'énergie, il n'avait pas moyen de recharger son téléphone. Mais encore une fois, rassurez-vous, Diaf TV c'est cette chaîne de télévision qui vous retrouve chez vous pour des émissions pour lesquelles nous n'avons plus besoin de vous déplacer. Donc nous pensons pouvoir les refaire, ce genre de programme, où que vous soyez. Merci à tous les deux d'avoir fini cette émission. Je voudrais simplement rappeler un certain nombre d'ouvrages du docteur
Noubissier Chouaké. Je demande à la régie de nous les passer ici. Voilà, j'espère qu'on peut les avoir en grand format. Plusieurs ouvrages donc, que nous aurons l'occasion de parcourir avec lui dans le cadre de nos prochaines émissions. Voilà, et on a donc Grassfield, revue des sciences historiques. Cher docteur Chouaké Noubissier, j'espère que nous vous aurons pour d'autres occasions pour parler donc de tout ce travail que vous abattez de l'autre côté de l'université de Chang. Ben, merci encore, Augustin. Merci beaucoup. Libérer parce que je sais que c'est une journée marathon aujourd'hui pour l'UPC Manidem également. Ben, très chers web téléspectatrices et téléspectateurs de Diaf TV, cette émission est à présent terminée. C'était donc le grand débat réservé aux 73 années d'existence d'un parti qui est d'ailleurs un parti exceptionnel au Cameroun, non seulement du fait de sa lutte pour une véritable indépendance, mais aussi aujourd'hui pour les différentes tendances qui le constituent. Je vous donne rendez-vous très très prochainement sur Diaf TV samedi prochain avec l'émission Portrait que mènera de main de maître Ali, qui sera face donc à son invité. Voilà, Abdelaziz qui revient. Quel dommage, quel dommage. Merci, au revoir. Quel dommage.